안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot et j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et comme vous pouvez le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour Kim Porsche et plus spécifiquement, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire mon bilan sur les 4 volumes de Kim Porsche, qu'est-ce que je pense du livre et mes possibles théories et questionnements justement que je pourrais avoir pour une possible suite. Du coup, la personne qui a écrit Kim Porsche, qui s'appelle Demi, si je ne dis pas de bêtises, elle est en train tout simplement d'écrire des suites. Elle va écrire au mois de juillet-août, là, entre les deux. Elle va écrire une suite pour Pete et Vegas et elle va continuer avec les autres romances et tout. Enfin bon, bref, il y a des suites de prévues, elle l'a en tête. Donc, je pense que ça peut être assez intéressant de le faire maintenant. Ça sera assez d'actualité, donc voilà. Donc voilà, je vous l'avais promis, hein, je vous l'avais dit de toute façon que si vous vouliez vraiment avoir mon avis général sur le drama, j'allais faire un review, donc je suis de retour. Je pense pas que l'épisode sera très long, à mon avis. Il y a des points que j'ai déjà traités un petit peu dans les volumes précédents, mais je voulais quand même refaire des petits points ici. Je veux vraiment donner mon avis global. Peut-être par exemple pour les personnes qui ne savent pas si elles veulent écouter les 4 volumes. Aussi, ce bilan peut être intéressant pour les personnes qui n'ont pas encore écouté mes épisodes sur les 4 volumes, pour déjà se faire une idée de à quoi ça va ressembler par rapport au roman. Même si là, il risque d'y avoir des spoils par rapport au roman, bien évidemment. Hein. Donc voilà. Alors déjà, moi j'ai envie de commencer par des points généraux. Ok, on va vraiment aller dans l'ensemble. Alors, Kim Porsche, qu'est-ce que c'est finalement pour moi? Comment je le vois? Bah en fait, Kim Porsche, bon, on le sait, hein, beaucoup de gens le savent et ça fait beaucoup de gens en ont parlé aussi. C'est vrai que c'est un drama du coup qui parle de mafia, on est bien d'accord. Et la première chose qu'on a tendance à oublier, et c'est ça qui est assez intéressant avec les êtres humains, vous voyez, c'est qu'on a tendance à très rapidement oublier. Genre, mettez un petit peu de romance à droite, à gauche, des trucs comme ça, et puis c'est bon, on oublie vraiment le reste. Faut pas oublier non plus que c'est un drama de mafia. Et dans le drama, en tout cas dans le drama, mais dans le roman aussi, ils font pas des choses bonnes. Ce sont des méchants, ils tuent des gens quand même. Donc voilà, je veux quand même le reposer pour les personnes un peu qui se perdent un petit peu, parce que moi-même j'ai failli me perdre. Parce qu'au moment où j'enregistre, j'ai déjà commencé à regarder Kim Porsche, mais en fait j'ai fait une pause. Tout simplement parce que je me suis rendu compte en fait en regardant le drama que si je regarde le drama tout de suite, je risque d'oublier un petit peu ce qui s'est passé dans le roman. Et je veux déjà enregistrer le bilan du roman avant de vraiment entamer le drama correctement. C'est pour ça que j'ai fait une pause dans le drama. C'est pour justement faire cet épisode-là et pour vraiment être à fond dedans. Donc oui, ce sont des méchants quand même. Hein. Ils tuent des gens. Voilà. Bon, ils travaillent avec la police, ok, mais ça les rend pas plus gentils non plus, vous voyez. Bref, voilà, je voulais faire un petit point là-dessus. Ce ne sont pas des gentils. Et moi, je dois avouer quand même que le roman, il est sympa le roman. Hein. On est bien d'accord, il y a des trucs pas mal, hein, mais faut pas oublier quand même que le roman a beaucoup de problèmes. C'est d'ailleurs pour ça en fait que je faisais beaucoup de disclaimers au début de chaque épisode quasiment, pour vous dire justement que je ne faisais pas l'apologie de quoi que ce soit. C'est un roman qui, au-delà même en fait d'avoir de la violence, c'est un roman quand même qui met beaucoup en avant quand même le viol et qui le romantise un petit peu. On va pas se mentir, il y a vraiment une romantisation du viol dans le livre, autant du point de vue de Kin et Porsche que du point de vue de Pete et Vegas. On va commencer par Kin et Porsche. Pour moi, c'est un couple quand même un peu toxique, on va se l'avouer, surtout le personnage de Kin en fait. Porsche n'est pas toxique pour moi, mais c'est vraiment le personnage de Kin qui est toxique. C'est vraiment le cliché du overbearing CEO entre nous, ce qu'on a l'habitude de voir, genre le gars hyper... le gars déjà riche, ok, beau, ouais, ok, et surtout en fait très dominant, très possessif, obsédé, genre de choses, vous voyez, obsédé dans le sens possessif, ouais. C'est vraiment ce cliché-là. Et moi, ça, malgré tout ce que j'ai pu faire, parce que j'ai quand même passé les 4 volumes, on a passé les 4 volumes ensemble et tout, je n'oublie pas quand même que dans le roman, qui n'a abusé sexuellement de Porsche? On a beau dire ce qu'on veut, dans le roman, après dans le drama, on en rediscutera quand je ferai l'épisode, mais dans le roman, c'est un viol, quoi. Et ce qui me saoule un peu, c'est que c'est romantisé de ouf, quoi. C'est, même à un moment, c'est écrit, je me rappelle qu'il aurait finalement commencé à prendre du plaisir. Enfin, à quel moment? Et surtout que ça, c'est aussi présent dans Pete et Vegas. On en parlera juste après de Pete et Vegas. Mais donc voilà, en vrai, je trouve que ce couple, bon, il est problématique. Pour moi, Kin, c'est quelqu'un d'égoïste entre nous. C'est quelqu'un qui pense qu'à son petit bonheur, à son petit plaisir personnel. Et en fait, le truc, c'est que Kin, il a besoin en fait de quelqu'un qui se dévoue à lui. Poche, en fait, quand vous regardez le bilan à la fin, il a quand même un petit peu arrêté ses études, d'après ce qu'on comprend, ou en tout cas il les a quand même pas mal laissés de côté, et en fait c'est plus genre, il l'exploite entre guillemets, parce que au début en tout cas il l'exploitait parce qu'il devait travailler pour lui en tant que garde du corps et tout, il avait jamais le temps d'étudier, et après il l'utilisait aussi le soir, je vous en dirai pas plus, vous avez compris, donc pour moi c'est pas une relation très saine, vous voyez, donc en plus après ce qu'il a fait, les coups qu'il a fait avec Marsh et Tawan qui sont pour moi pas acceptables, ce que je trouve aussi que leur réconciliation dans la voiture quand il se déshabille puis qu'il dit ouais je te montre que tout est intact, pour moi, ça va trop vite. Ils auraient pas dû être ensemble aussi rapidement. Puis juste après, en plus, sur la table en verre là qu'ils ont cassé, il va quand même un petit peu légèrement le forcer, alors qu'il veut pas.
Donc voilà, pour moi c'est problématique, mais il y a un couple qui est encore plus problématique dans le roman, c'est possible, c'est quand même Pete et Vegas, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, mais on peut pas avoir une romance stable avec un syndrome de Stockholm. Je suis désolée, il y a toujours le doute en fait. Il l'a quand même maintenu avec des chaînes pendant 1 mois et des poussières, il l'a violée quand même à plusieurs reprises, il l'a humiliée, il l'a battue à presque à mort, enfin il l'a séquestrée et tout. Donc pour moi, malgré le fait que, oh là là, Vegas, parce que Vegas, on aime bien lui donner genre des excuses, oh non, mais il a perdu sa maman, il a jamais été aimé par son père est homophobe, il est tout seul avec son frère, il passe son temps à se faire tabasser, il est triste, ok, mais c'est pas, il y a plein de gens qui vivent dans ces conditions-là, vous voyez, puis c'est pas pour autant qu'ils vont aller violer des gens. Pour moi, c'est pas acceptable, malgré, voilà, moi je vous dis, s'il avait pas fait tout ce qu'il avait fait, ok, c'est aussi de là, il pas violé Pete et tout, je l'aurais grave kiffé. C'est un personnage qui était grave mimes, en vrai. Parce qu'il avait des traits assez intéressants. Mais son côté un peu taré, là, son côté un peu torai, comme on dit en coréen, ça passe pas du tout. Pour justifier un peu leur relation, vous voyez, ce qui a été choisi de faire dans le roman, c'est de dire, ouais, mais en fait, il n'y a pas que Vegas qui a un problème. Pete a aussi un problème, et Pete, en fait, est un petit peu tordu aussi sur les bords, donc, en fait, c'est plus justifiable. Parce qu'en fait, il les met un peu... Enfin, vous voyez comment ça a été justifié ou pas? C'est une manière bancale d'essayer de justifier le truc avec cette espèce de fantasme du viol qui est dans le roman. Donc, Pete, ils l'ont rendu problématique aussi, en disant, ah non, mais il aime bien ça, en fait, mais... Attendez, non mais c'est quoi ce bordel? Et puis après, on peut les rendre aussi mignons qu'on veut en leur donnant un enfant, mais ça enlèvera pas le fait quand même que ça a débuté avec un putain de syndrome de Stockholm. Même Apo, qui joue Porsche, et Mile, qui jouait Kin, l'ont dit que le couple secondaire était problématique. Il n'y a pas que moi qui le dis, je veux dire, je ne suis pas seule. Eux-mêmes, dans une interview, ils avaient dit que justement, Pete et Vegas c'était problématique comme couple. Ça, c'était juste avant qu'ils commencent justement à traiter le couple dans le drama. Donc, je veux dire, voilà. Et quand il disait qu'il était problématique, il parlait du roman. Voilà, parce que le couple n'était pas encore présent à l'écran, il était que présent dans le roman à ce moment-là. Et il l'avait dit eux aussi. Donc, ouais. Pour moi, il y a beaucoup de problèmes. En soi, les deux sont bancals et... Kin et Vegas sont très similaires. Après, il y en a un, c'est sûr, qui est plus extrême que l'autre, on est bien d'accord. Mais c'est le même topo. Entre les deux, c'est vraiment le même topo. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi, il n'a pas appris de ses erreurs, parce que vous vous souvenez, quand justement Pete s'est enfui et tout, il a quand même demandé à Porsche de l'empêcher d'être avec qui que ce soit, c'est interdit, il doit être avec moi ou avec personne, et si je meurs, il doit être avec personne toute sa vie. Enfin, vous vous rendez compte ou pas? Il est problématique, Vegas, dans le roman. Même si j'adore son personnage et qu'il a des aspects un peu sympas, vous vous rappelez, volume 1 et volume 2, genre quand il montait un peu la sauce là, je l'aimais beaucoup, mais avec Pete, c'est pas possible, quoi, même si, voilà, ils ont un enfant ensemble, blablabla, il reste quand même problématique. Après ça, en soi, je vois d'où ça vient, ça. C'est pas anodin, ce genre d'histoire-là. Ce sont des histoires qui sont très populaires, qui ont été très populaires dans les années 2015, là, dans ces eaux-là, là. Vous savez, le style un peu Wattpad, quoi, avec des gars hyper dominants. Enfin, c'était quelque chose qui était assez populaire, surtout chez les adolescents. Entre nous, c'était surtout ça, ou jeunes adultes à la limite, mais non, plutôt adolescents quand même. Donc c'est un genre qui est très ciblé, qui est très niché en soi. Donc on voit d'où ça vient. Je suis pas en train de dire que c'est bien, que c'est justifiable, hein. Mais je vois d'où vient le truc, en fait. La manière dont c'est écrit, le choix des personnages, je vois. En 2015-2014, chez les adolescents, ça aurait peut-être été plus accepté parce que c'était le début de ce genre de choses et puis c'était assez populaire ce genre de choses. Maintenant, surtout que maintenant en plus ça pose problème parce qu'à la limite, bon, un roman, ok, mais là ça doit être représenté à l'écran. Donc là, vous voyez le challenge que ça va poser là. Pour un drama, ça risque de poser problème. Je n'ai pas encore fini le drama donc je ne peux pas vous dire parce que justement, comme je vous dis, j'ai fait une pause parce que je voulais parler de ça maintenant, mais j'ai hâte de voir comment ça va se passer dans le drama. Je suis assez inquiète aussi. Mais voilà. Le seul, moi, gros point positif que j'ai dans ce roman, et ça c'est assez étonnant d'ailleurs, c'est qu'en fait, ce roman a réussi à me stimuler de l'empathie pour un personnage en particulier. Vraiment, je vous avoue que quand j'ai lu pour la première fois le roman, j'ai eu énormément d'empathie pour le personnage de Porsche, et ça m'est jamais arrivé. Dans aucun roman, j'ai eu de l'empathie comme ça, au point que je me sentais vraiment mal pour lui et tout, j'étais vraiment pas bien pour lui. Toutes les scènes, justement, vous savez que Porsche au début est malmené, le début quand il rentre dans la maison, il se fait étrangler, il se prend des gifles, il finit à l'hôtel, vous voyez tout ça là. Bah je me rappelle qu'à cette période-là, quand j'avais lu le roman pour la première fois, j'étais vraiment mal pour lui en fait. Et c'est la seule chose vraiment que le roman a réussi pour moi, c'est vraiment de tatiser la sympathie et d'arriver à être impliqué émotionnellement avec le personnage et de te sentir mal pour lui et content pour lui. Mais bon, il y a plus de je me sens mal pour lui que je suis contente pour lui en soi. Pour moi, c'est le seul pari qui a été réussi, c'est déjà pas mal, remarque, hein. C'est déjà bien justement d'attiser la sympathie d'un lecteur sur un personnage, c'est déjà bien. Mais il y a quand même beaucoup de problèmes entre nous. Dans le drama, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été suivies du roman, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle entre nous, on peut déjà le saluer. Tous les points négatifs, quand même, les côtés viol et autres, ils les ont quand même pas mal réduits. Donc je suis assez contente. Même s'il y a des choses, j'ai vu dans le drama, là, le coup de Pikachu, je t'électrocute et tout, bon, ça n'a jamais existé, mais on va voir ça, j'ai hâte de vous donner aussi mon retour sur le drama. Après, si on fait abstraction de ça, qu'on essaie de faire abstraction de ça et qu'on essaie de se concentrer un petit peu plus sur le volume, sur ce qui s'est passé, les différentes intrigues, j'aimerais faire quelques petites observations. Première chose, mais ça j'en ai pas mal parlé, mais j'aimerais quand même revenir dessus. Au volume 3, si je dis pas de bêtises,
à vérifier, mais je sais plus là, je vous avoue que je suis un petit peu perdue ces temps-ci. Volume 3, il me semble, quand justement Pichan toque à la porte de Porsche, quand Porsche et Kin sont en froid, ok, et que Pichan toque à la porte de Porsche et lui dit ouais, donne ça à Kin, et que Porsche va surprendre Kin et marche ensemble. À présent que nous connaissons le daddy, à présent que nous avons fait le volume 4, quoi. Maintenant, nous connaissons le daddy, nous savons que le daddy, c'est le serpent dans le jardin d'Éden. Nous savons que le daddy n'est pas si cool que ça. Pour moi, c'est clairement le daddy qui a fait ça. Parce qu'on sait que Pichan est très proche du daddy. Donc forcément, pour moi, c'est le daddy qui a essayé de foutre la merde dans la relation entre Kin et Porsche. Je vous mets mes mains à couper que c'est lui. Franchement, ça peut être que ça. Entre nous, je vois le truc gros comme une maison. Je suis sûre que c'est Korn qui a demandé à Pichan de faire ça. Parce que Korn, il sait ce qui se passe dans la baraque. Hein. Il sait très bien ce qui se passe dans la maison. Donc moi, je suis sûre que c'est ça. C'était encore un plan pour les mettre en froid et pour essayer de les séparer, en fait. Parce qu'on sait que Korn, il adore faire quelque chose en particulier qui est diviser pour mieux régner. C'est clairement ce que fait Korn dans la maison et je pense que c'était un de ses plans à mon avis. Et j'aimerais faire un point sur un personnage que j'aime beaucoup et je trouve que c'est un personnage qui a énormément de potentiel. Donc j'aimerais qu'on en discute ensemble. Ça fait un moment que je voulais en parler mais je me suis quand même assez restreinte pour cet épisode-là. Moi, il y a un personnage je trouve qui est tellement sous-exploité et je pense qu'il cache très très bien son jeu et qui à mon avis pourrait nous apporter de très très grandes surprises dans le futur. C'est le personnage de Tankon. Entre nous, moi je sens un truc avec Tankon. Je sens, premièrement, il fait semblant que tout là, son apparence de gars un peu fou, un peu voilà, un peu extravagant, excentrique et autres, ça je suis sûre que c'est une façade, d'accord? Et je pense qu'il fait exprès parce qu'il ne veut pas avoir les responsabilités, ou en tout cas, il ne veut pas être dans le radar de son père pour certaines raisons, parce qu'il avait dit que quand il voulait se venger, son père lui avait interdit de se venger. Un enfant qui s'est fait séquestrer par son oncle et qui demande à son père de le venger. N'importe quel père normal le ferait. Mais ton père qui te dit non, tu ne te venges pas de ton oncle qui t'a kidnappé, laisse faire. Comment le prend l'enfant? L'enfant le prend forcément pas bien. Enfin, je veux dire, quel enfant normal prendrait ça bien, vous voyez, de voir son père, genre le laisser se faire séquestrer, le laisser vivre une injustice comme ça. Donc je me demande, est-ce que Tankon, en fait, il sait pas très bien à qui il a affaire? Comme Tankon est plus vieux, et qu'il connaît sans doute plus son père, est-ce qu'il a pas vu très jeune à qui il avait affaire avec son père, et qu'il s'est dit, la meilleure manière de me protéger, c'est de me rendre un petit peu inapte au pouvoir, et de me faire passer pour un taré, comme ça il me regarde pas trop, il fait pas trop attention à moi, et comme ça je suis protégée de lui. Parce que c'est le seul en soi à la fin qui a pas vraiment de responsabilité quand vous regardez. Est-ce que tout ça, ce serait pas un plan en fait pour éviter Korn, vous voyez, pour essayer de se protéger de Korn? Ça, c'est une très très bonne question que je me pose. Je pense que dans le futur, on va avoir justement des facettes cachées de Tankon. J'imagine vraiment genre Tankon en fait nous montrer d'autres facettes de lui et qu'en fait il est pas si gentil que ça et qu'en fait lui aussi il veut un petit peu du pouvoir. Oui, il y a quelque chose, je suis sûre qu'il a un dark side, vous voyez. J'en attends beaucoup de Tankon parce qu'on sait qu'il est très intelligent. Vous vous souvenez de la scène où Pete il avait demandé à Tankon d'aller chez Khan pour partir en repérage et que Tankon avait fait le non mais Khan écoute là c'est l'heure du tea time, je ne peux pas fonctionner normalement sans mon thé, je veux un thé à la camomille 90 degrés et mes cookies aux amandes organiques. Et Pete avait dit, le problème c'est qu'il est très intelligent, si seulement il pouvait utiliser sa tête pour autre chose. Vous vous souvenez de ça? Donc on sait que Tankon est très très intelligent. C'est ce qui me pousse aussi à dire que je pense qu'on aura dans le futur des dark side, le côté obscur un petit peu de Tankon et on va découvrir aussi d'autres facettes de Tankon, je pense. J'aimerais rebondir aussi avec quelque chose par rapport justement quand j'avais fini d'enregistrer le volume 4 et puis la partie 2 de Pete et Vegas. J'étais allée discuter avec Tati Queen, si tu passes par là Tati Queen, et on avait discuté et tout, et c'est vrai que j'étais arrivée quand même à une conclusion, surtout après avoir résumé la partie 2 de Pete et Vegas, le dernier chapitre, vous savez, quand ils partent en vacances et tout. J'aimerais parler de Porsche et de Kim cette fois-ci. Et justement, j'avais envoyé un vocal à Tati Queen en disant franchement, je pense entre nous que Porsche et Kim n'auront pas de happy ending. Autant dans le drama, dans la saison 1, que dans le roman. Moi, je pense sincèrement que ça pourra pas aller. Au vu de ce que j'ai vu dans le dernier chapitre de Pete et Vegas, pour moi, ils finiront pas ensemble. Ou bien, ils finiront ensemble, mais après beaucoup de temps. C'est-à-dire après une très très longue séparation, vous voyez. Pourquoi? Pour plein de raisons. Premièrement, vous vous souvenez, Korn avait dit oui, je peux pas donner vraiment la place de leader à Kin parce que la faiblesse de Kin, c'est Porsche. Mais il a quand même choisi Kim comme genre chef de l'organisation secrète. Sauf que moi j'ai envie de lui dire à Korn, c'est mignon Korn, mais Kim son point faible c'est Porsche. Donc là forcément on va se placer devant un problème. Est-ce que il y a deux solutions qui se posent? Est-ce que Korn a quand même pris le risque de mettre Kim parce qu'il s'est dit bon foutu pour foutu, il m'en reste qu'un seul en stock, c'est le moins mauvais, on va tester, on verra comme ça. Est-ce que effectivement Kim sa vraie faiblesse c'est Porsche mais il l'a quand même fait parce que pour ses raisons à lui, ou est-ce qu'au contraire il aurait choisi Kim pour une certaine raison Korn? Parce qu'il fait quand même rien par hasard. Donc est-ce que finalement il aurait choisi Kim parce qu'il sait que Kim, ok il est amoureux de Porsche mais s'il devait choisir il serait fidèle à la famille et pas à Porsche? C'est une vraie question qui se pose entre nous. Et c'est là où je vous dis que je vous avais dit je crois dans le volume partie 2 là de Pete et Vegas, je n'ai pas
pas confiance en fait en Kim totalement. Alors après, est-ce que c'est parce que justement on en entend très peu parler, il est pas très présent dans le roman entre nous, hein. Donc la réelle question c'est est-ce que c'est parce qu'il est pas souvent là et du coup j'ai du mal à le cerner parce que je le vois pas souvent et j'ai du mal à jauger son caractère parce qu'il est un peu mystérieux et on le voit jamais. C'est une possibilité. Mais j'ai pas totalement confiance et je parierai pas tout mon argent sur Kim, vous voyez. Genre j'ai pas confiance en lui, je pense pas qu'il soit si loyal que ça. En tout cas, je suis pas en train de dire qu'il est déloyal, mais je veux dire, je parierai pas à 100% qu'il est totalement loyal, vous voyez, envers Porcher. Donc la vraie question c'est qu'est-ce qui va se passer par la suite? Parce que forcément, moi je vous le dis, Porcher va savoir c'était cette organisation secrète. Je le vois pas ne pas le savoir. Moi je pense qu'il va cramer quelque chose. À un moment, ça va finir par sortir cette histoire-là. Et Porcher risque d'être dans une situation délicate parce que là, il se place directement en ennemi avec son frère entre nous. Parce que Kim, s'il est à la tête de l'organisation secrète, il est directement ennemi avec Kim, mais il est aussi ennemi avec Porsche. Donc forcément, ça va mettre les frères en porte-à-faux et ça va les mettre dans des positions d'ennemis. Et ça, c'est pas possible. On sait très bien parce que les deux frères s'adorent. Porcher choisira son frère à Kim, à mon avis, je pense. Hein. Je le vois mal choisir Kim en sachant que si en plus Kim lui a menti. Parce que quand Porcher va savoir si c'est cette organisation secrète, c'est pas Kim qui va lui dire, à mon avis. Il va l'apprendre à l'insu de Kim et après Kim il va devoir régler des comptes et Porcher va se sentir justement trahi par rapport à Kim. Moi je vois un truc plutôt comme ça, vous voyez. Donc forcément, Porcher, il va y avoir une rupture à un moment. C'est pour ça que je vous dis que voilà. Donc c'est soit la rupture va être du point de vue de Porcher qui va dire fuck it, tu m'as saoulé, tu m'as menti, ou est-ce que c'est Kim qui va l'évincer en disant bon, il est trop dangereux pour moi, je veux dire voilà, il faut que j'ai des priorités dans la vie, il faut que je fasse survivre la famille. Est-ce qu'il y aura quelque chose comme ça? À voir comment ça va évoluer. Mais bon, moi j'ai hâte qu'ils traduisent la suite des chapitres de Kim et Porcher parce que je suis vraiment curieuse, j'aimerais en apprendre plus un petit peu sur Kim parce que c'est vraiment le personnage le plus, d'une part, mystérieux, mais aussi le personnage qu'on voit pas en fait. Et on sait pas vraiment s'il a des émotions, il dit rien, il est très froid en fait. C'est ça, c'est dans le roman, quand il est décrit, il est quand même assez froid. On sent quand même que Porcher c'est son point sensible dans le sens où il a tendance à perdre quand même pas mal le contrôle avec Porcher, mais pour le reste, on sait pas trop. C'est un peu le cliché du INTJ, vous voyez, c'est un peu ça quoi. Le gars mystérieux, froid, un peu calculateur et autres, mais quand même qui a son petit côté, voilà, avec Porcher. C'est un peu ça. Donc je ne sais pas, mais je les vois pas vraiment avoir un happy ending, autant pour la saison 1 du drama que que pour le roman, en tout cas pour le moment. Moi je pense que s'ils devaient être ensemble, il faudra attendre un long moment. Et par rapport à ça, moi j'ai une petite théorie assez drôle. Cette théorie-là, je l'ai parce que j'ai fini le roman et je vois un peu ce qui reste, qui est en couple, qui ne l'est pas. On nous a fait comprendre hein, que Tankun et Pitop devraient être ensemble. Parce que je vous rappelle qu'il y a un triangle amoureux entre Macao, Tankun et Pitop, ok? Macao et Tankun sont amoureux du même gars. Donc les deux cousins sont amoureux du même gars. Sauf qu'on nous a dit clairement hein, que Tankun et Pitop doivent finir ensemble. Forcément, Macao est seul. Et là, je pense que vous commencez à voir où je vais en venir. Surtout ta petite queen, tu vois où je vais en venir. Et ben moi, vous voyez, je verrais bien en attendant, quand il y aura la rupture justement Porcher et Kim, je verrais bien peut-être Porcher et Macao ensemble. Parce qu'en fait, pourquoi je dis ça? C'est pas anodin ce que je dis. C'est parce qu'à un moment dans les chapitres de Peter Vegas partie 2, il y a une scène où justement Porcher et Macao nous sont introduits, ce qui n'était pas obligé en soi, vous voyez, on n'était pas obligé de nous les introduire ensemble. Et on nous explique qu'ils ont l'air assez proches, qu'ils étaient dans le même lycée. C'est Pete qui explique ça, qui nous dit que Pete nous dit généralement que Macao est assez réservé avec les étrangers, qui parle pas vraiment aux gens. Et Pete nous explique que là, étonnamment, il a l'air assez proche et assez réceptif à Porcher et il lui parle. Donc je me suis dit, est-ce que ce serait pas des indices, ça plus le fait qu'il ne finira sans doute pas avec Tankun pour nous dire, est-ce qu'il pourrait pas y avoir un truc en sachant qu'ils ont le même âge? Alors est-ce que finalement il y aurait pas une rupture entre Porcher et Kim et qu'en attendant Porcher et Macao se rapprochent, qu'il y ait une petite romance et tout, que ça fonctionne pas ou ça fonctionne, et qu'après peut-être qu'ils finissent encore une fois de plus avec Kim. Je pose ça là, ça peut être assez intéressant pour monter la sauce. Moi j'aime bien le côté un peu dramatique et tout, monter la sauce, donc ça pourrait être assez intéressant. Donc ça c'est à peu près tout pour moi pour Porcher et Kim. Donc voilà, Kim j'ai pas totalement confiance en lui, j'ai hâte de voir le rôle qu'il va jouer dans l'histoire. Est-ce qu'il va être fidèle à son père ou est-ce qu'il va être fidèle à ses frères? C'est une vraie question, mais c'est très dur de jauger ce personnage vu qu'on l'a jamais vu quasiment. On n'a pas sa pensée interne, on sait juste par rapport à ses actions. On peut jauger un petit peu par rapport à ses actions, mais c'est tout en fait. Aussi, quelque chose que j'aimerais traiter qui est assez intéressant, là on va repartir sur la famille secondaire et la famille principale, c'est par rapport à Vegas et la famille secondaire. Vous vous rappelez que Vegas nous avait dit que pour justifier tout ce qu'il faisait à la famille principale et le fait qu'il détestait la famille principale, c'était qu'ils avaient tué sa mère et que soi-disant c'était Agong et Korn qui avaient ordonné l'assassinat de sa mère parce qu'elle était pas assez bien pour la famille machin machin. Sauf que maintenant qu'on connaît le daddy et qu'on sait que c'est un manipulateur, on sait pas jusqu'à quel point il a fait ceci ou cela, c'est vrai qu'il a pas fait une lettre de confession donc on sait pas exactement, il a pas énuméré, mais on peut deviner quand même que le daddy n'est pas si gentil que ça. Je me dis, imaginez que en fait c'est vrai. La mère de Vegas a bien été tuée par Korn et Agong. C'est eux en fait qui ont créé les conflits entre la famille principale et la famille secondaire parce que c'est ça visiblement le nerf de la guerre entre guillemets, c'est ça qui est derrière en fait.
Et je me dis, imaginez 2 secondes si en fait la famille secondaire était pas si méchante que ça. Et même Porsche l'avait soulevé parce qu'il avait dit, quand ils étaient dans la maison là, juste avant les conflits, ils avaient dit, mais est-ce que vous voulez les descendre parce qu'ils sont vraiment méchants ou est-ce que vous voulez les descendre parce qu'ils représentent une menace pour vous vu qu'ils sont chaque jour de plus en plus forts? C'est une vraie question. Imaginons en fait que la famille secondaire n'a jamais été méchante. Enfin, je veux dire, Khan était méchant avec ses enfants, on est bien d'accord, mais je veux dire, imaginons qu'en fait tout ce qu'ils ont fait c'était justifié et que la famille principale a vraiment fait toutes ces horreurs à la famille secondaire et qu'en fait, bah, ils se vengeaient juste de ce qu'ils leur avaient fait en fait. Ça remet quand même beaucoup de choses en perspective et du coup, Vegas n'était pas si méchant que ça. Bien évidemment, avec Porsche, il l'était, hein, mais je veux dire, pour le reste, c'était justifié en fait toute sa colère envers la famille principale. Et là, du coup, ça remet la légitimité de la famille principale en question, vous voyez? Et moi, je pense que Korn, il est largement capable de faire ça entre nous. Moi, ça m'étonnerait pas. Korn, franchement, ouais. Korn, à mon avis, il est. Attends, Korn, il est prêt à engager des gens pour casser la gueule à son fils. Excuse-moi, il est prêt à tout. Comme j'avais dit, c'est soit c'est un psychopathe, soit c'est pas son fils, Kin. Je veux dire, il y a des choix à faire. D'ailleurs, on en reparlera juste après. Très bonne transition. J'en reparlerai juste après de ça parce que ça m'intéresse aussi. J'ai pas mal de choses à dire par rapport à ça. Et aussi, est-ce que finalement, tout ce qu'aurait fait possiblement Khan avec la mère justement de Porsche, est-ce que c'est vrai? Parce que Khan, si vous lisez le roman, hein, Khan n'a jamais avoué ce qu'il a fait. Jamais il a dit c'est vrai. Jamais, jamais, jamais. Donc la question c'est est-ce que finalement Korn aurait profité du moment de faiblesse de Khan vu que Onni est un point faible pour Khan, d'accord? Donc psychologiquement c'est un point faible pour lui. Est-ce qu'il aurait profité justement de ce point faible là pour semer un peu le doute autour des gens et leur faire croire en fait que c'est lui, mais en fait c'était pas lui depuis le début. Et ça se trouve en fait c'est Korn qui aurait fait toutes ces horreurs à sa sœur. Quoique non parce qu'il nous dit bien à la fin je n'aurais pas utilisé ces enfants comme ça si elle ne m'était pas échappée en se suicidant. Donc, elle s'est bien suicidée. La question c'est pourquoi elle s'est suicidée? Ça se trouve, c'est pas Khan, si ça se trouve, qui a fait ça. Franchement, à partir de maintenant, quand je vois le Zadie, moi je doute de tout maintenant avec lui. Je pourrais l'accuser de tout. C'est lui qui est derrière le réchauffement climatique. Voilà. Non mais voilà, je veux dire, j'ai pas confiance dans ce gars maintenant. Je vais lui rejeter toutes les fautes. C'est obligatoire. Et là aussi, du coup, ça remet beaucoup de choses en question. C'est pas Khan qui a fait tout ça. Mais c'est Korn qui a descendu son père. Et vous imaginez là, le bordel, vous imaginez la tension qu'il va y avoir dans la suite? Parce que si Porsche apprend que c'est bien Korn qui a tué son daron et sa mère, non mais ça va pas passer là. Et puis comment Porsche et Kin vont être ensemble? Là, ça va être chaud. Ça dépend de comment Kin va se positionner dans tout ça, bien évidemment. Hein. Mais là, ça c'est problématique. Ça veut dire que Korn, c'est un petit vicieux parce qu'il s'en est quand même bien sorti. Hein. Il a quand même bien manipulé le truc. Hein. Aussi, autre chose que je me demande par rapport justement à ce que j'avais dit avant. On nous a introduit légèrement la famille de Kin et on nous avait dit que Kin, visiblement, avait une mère. Bon, c'est un petit peu obligé en même temps. Mais... mais... Pardon, excusez-moi, c'est vraiment bête. Thanks, Captain Obvious. Plus sérieusement, que sa mère avait disparu, était partie, les avait abandonnés quand ils étaient enfants. 2 choses que j'aimerais dire avec ça. Première chose, c'est qui est la mère? Déjà, la première question, c'est intéressante. Qui est la mère de ses enfants? Pourquoi elle est partie déjà? Est-ce que ce serait Korn qui lui aurait mis la pression pour certaines raisons de la faire dégager? Ou est-ce que c'est elle qui se serait enfuie? Oui, il y a plein de questions. Est-ce qu'elle aurait fait, par exemple, comme c'était quoi? C'était la mère de Venise, par exemple? Enfin, bref, il y a plein de questions. Qui est cette mère? Est-ce que la mère va revenir? Est-ce que c'est quelqu'un d'important? Enfin, vous voyez, il y a plein de questions qui se posent là. Parce que je pense que Korn ne se serait pas allié à n'importe qui non plus. Il aurait peut-être pas fait des enfants avec n'importe qui, en sachant que pour lui, le plus important, c'est d'avoir des enfants et justement d'avoir du pouvoir, de faire des mariages un peu arrangés, ce genre de choses. Donc, je me demande vraiment, première chose, qui est la daronne et pourquoi elle est partie. Deuxième chose aussi, j'ai un étrange feeling, j'ai un sentiment assez bizarre, il y a un truc. Je vous en avais déjà fait part sous le ton de la rigolade, mais en fait je rigole pas du tout. La question que je me pose c'est, est-ce que les 3 enfants sont bien les enfants de Korn? Est-ce que dans le lot, il y en aurait qui ne sont pas son fils? Sérieusement, j'ai des doutes, surtout sur Kin, particulièrement. Je me demande si Kin c'est bien le fils de Korn. Ouais. Tu peux pas traiter tes enfants comme ça, si c'était vrais enfants, tu peux pas les traiter comme ça. Et je me dis, je sais pas pourquoi, mais peut-être parce qu'il y a le drama aussi. Il y a peut-être le drama aussi qui m'induit en erreur, mais parce que j'ai vu des extraits et tout, mais j'ai l'impression que Korn a une plus grande tendresse pour Kim que pour les 2 autres. C'est le plus jeune Kim en soi. Et franchement, j'ai une réelle question. Comment ça se fait qu'il traite les enfants comme ça? J'ai l'impression qu'il traite pas de la même manière. Bon, après, parce que peut-être que Kim n'est jamais là, ou genre de choses, mais j'ai l'impression que parmi les 3 fils, il y en a un ou plusieurs qui ne sont pas ses enfants biologiques. Et il y a quelque chose comme ça. Je sais pas, on verra si j'ai juste ou pas. Peut-être que j'ai totalement tort. Hein. Je vais regarder le drama et je vous dirai si dans le drama j'ai le même feeling. Mais il y a un truc, je sais pas. Il y a un feeling. Il y a quelque chose qui me dit que non, il y a un truc qui est pas clair dans l'histoire. Il y a un truc qui est clairement pas clair. Et puis ça, plus le fait que la mère est partie, est-ce que la mère aurait fauté et il lui aurait dit tu dégages, tu m'as trompé, mais moi je garde les fils. Et pour me venger de ton infidélité, je vais maltraiter tes fils et je vais les faire s'entretuer entre eux. Je sais pas, comme c'est un sadique et que c'est un malade, je veux dire, c'est possible. Donc voilà, autre théorie aussi que je voulais traiter avec vous. Autre chose aussi, on va toujours parler des parents qui ont disparu, allons-y. Par rapport à Pete, on sait que dans le roman, contrairement au drama, le père de Pete a disparu quand il était enfant, il l'a jamais connu, il est parti, voilà, il a disparu. Et je me dis, et j'en avais parlé un peu dans l'épisode, et si le père de Pete était quelqu'un d'important, et s'il allait faire son retour plus tard en mode j'ai appris que j'avais un fils, j'ai passé des années à te rechercher, je t'ai enfin retrouvé, et on se retrouve avec Pete, leader de la mafia russe ou, je sais pas, chinoise, peu importe.
Ce serait trop bien, non? Genre, j'aimerais trop un truc comme ça où genre Pete il arrive vraiment dans le game. J'aimerais trop, ce serait grave classe. Que genre vraiment, genre la table tourne quoi. Non mais ce serait trop drôle. C'est mon côté un peu de telenovelas entre nous, voilà. Les parents un peu qui reviennent et tout, et qui renversent la table. Ce serait assez intéressant de savoir si le père va revenir et s'il aurait une importance. Ah oui, autre chose aussi, bah, je l'ai pas noté mais je vais en parler maintenant. Par rapport au couple secondaire entre Time et Tay, si je dis pas bêtise, c'est ça. Time et Tay. Moi, ce que j'aimerais voir dans la suite, alors je me rappelle plus qui était infidèle. Je crois que c'est Time qui est infidèle, non? J'aimerais bien que du coup celui qui est trompé se rebelle en fait. J'aimerais justement qu'ils se séparent, les deux, que le couple se sépare et qu'à un moment il en ait marre et qu'il dise ça suffit, ces conneries maintenant. Parce qu'il nous expliquait, mais je crois que c'était, je crois, si je dis pas bêtise, il me semble que c'était. Ça nous expliquait que dans la voiture, vous vous souvenez, quand Porsche s'étaient partis avec Tay, si je dis pas bêtise, il expliquait que justement il lui pardonnait tout parce qu'il l'aimait. Et ben j'aimerais bien justement qu'il se rebelle. Ce serait grave agréable de le voir justement se rebeller et de le larguer en fait et voir comment ça pourrait progresser. Est-ce que l'autre va l'abandonner, enfin le laisser partir, ou est-ce qu'au contraire il va essayer de le revoir. Mais bon, je suis pas du principe que quand une personne comme ça te trompe de manière compulsive, il y a peu de chances pour qu'elle change. En tout cas, si elle voulait changer, elle l'aurait fait avant, vous voyez. Donc voilà. Donc ça serait assez intéressant ça aussi. Je vous avoue que j'aimerais bien savoir ce qui va se passer par la suite par rapport à eux deux aussi. Aussi par rapport à la fin, du coup par rapport à la fin, on sait, alors là du coup il y a deux fins assez contradictoires. On a la première fin du volume 4 qui nous dit visiblement que Vegas aurait été évincé, que Porsche aurait la bague justement de la famille secondaire, que Kin aurait la bague de la famille principale et que Kim serait à la tête de l'organisation secrète. Mais on a une deuxième fin qui se contredit, qui est la fin de Pete et Vegas, ou à la fin de l'épisode que j'ai fait, le dernier chapitre qui s'appelle A Very Special Christmas, je crois que c'est ça, on comprend que visiblement c'est Vegas qui a la bague de la famille secondaire et qu'elle lui serait revenue. La question maintenant c'est, qu'est-ce qui s'est passé? Dans quelle période de temps les deux fins se placent là? J'en avais déjà parlé dans l'épisode en question, si ça vous intéresse. Et la question que je me pose, c'est Korn dans l'histoire, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Parce que Korn, s'il voulait donner la place de la famille secondaire à Vegas, il l'aurait fait avant. Hein. Il l'aurait pas tout dépouillé dans l'hôpital là. Hein. Donc forcément, Korn ne va pas très bien le prendre. Et on comprendrait du coup que Porsche a cédé ses droits pour aller travailler avec Kin dans la famille principale. Ce qui me paraît assez logique en soi, vous voyez ça? Parce que la tentative de Korn d'essayer de les séparer, parce que quand il a dit non mais ne pensez pas machin machin, non c'est un sale vicieux, il a essayé de les casser entre les deux. Donc déjà je suis assez contente que ça n'ait pas fonctionné et que Porsche a quand même décidé de voilà travailler avec Kin. Donc si effectivement Porsche a abandonné pour travailler avec Kin, ça va être très compliqué avec Korn d'essayer de les séparer. Parce que Porsche vient de faire justement preuve de loyauté envers Kin parce qu'il a abandonné son statut de la famille secondaire. Vous voyez, donc là pour Korn c'est vraiment un gros problème pour lui parce que à la limite quand ils étaient chacun dans une position opposée comme ça, c'était facile de les diviser, vous voyez. Mais maintenant qu'ils travaillent ensemble, c'est super compliqué de faire douter Kin de Porsche ou de sa loyauté, c'est quasiment impossible. Korn est dans la merde par rapport à ça. En sachant que Porsche et Vegas visiblement s'entendent très bien. Pareil, donc je me demande comment ça va se passer. Et voilà, et on en revient à Kim. Où est-ce que va se placer Kim dans cette histoire? Parce qu'à la fin du volume 4, on nous dit que Vegas et Porsche veulent justement destituer Korn, en tout cas faire la peau à Korn. Et justement Vegas dit non mais Kim t'en voudra pas parce qu'on n'en est pas après la famille principale. C'est Korn dont on veut justement s'occuper. Donc la question c'est comment ça va se passer avec la famille quoi. Et où va se placer aussi Tankon dans cette histoire finalement? Est-ce qu'il va se placer au milieu? En mode je prends le parti de personne, je regarde le spectacle, je prends mon micro et j'organise le catch. Ou est-ce qu'il va prendre parti? Je ne sais pas. Et de même pour Kim, où est-ce qu'il va se placer? Est-ce qu'il va se placer avec le père? Ou est-ce qu'il y a aussi autre chose auquel j'ai pensé il n'y a pas longtemps? Ou est-ce que, en fait, Kim, comme c'est quelqu'un d'assez intelligent et qui a pas mal de recul vu qu'il est pas souvent dans la famille, est-ce qu'en fait Kim ne sait pas qu'il a affaire avec Korn? Et en fait, il a volontairement obéi à Korn, c'est-à-dire qu'il est en infiltration et il sait très bien à qui il a affaire, il sait très bien qu'il est en train de se faire manipuler par son père, mais il joue le jeu pour voir jusqu'où il va aller et après pouvoir agir en conséquence. C'est aussi une autre possibilité parce que comme Kim est assez imprévisible comme personnage, c'est un petit peu genre le Joker, vous voyez, on sait pas trop où il va aller, et bah je pense que ça peut être assez intéressant aussi si on pouvait jouer là-dessus. De nous dire, bah finalement, Kim il savait depuis le début en fait tout ça, et il a joué le jeu, mais il est pas du tout du côté de son père. Ça pourrait être aussi intéressant. Autre chose aussi, il y a quelque chose qu'on aime bien nous dire, c'est que oui, c'est une tradition, dans chaque génération, les fils justement s'entretuent pour le pouvoir. Agong avait tué son frère, Korn, bah il a tué Khan, donc ça va forcément se répéter. Et en fait, c'est assez intéressant parce que dans cette génération-là, il y a une énorme différence, vous voyez. Parce que Korn, en fait, dans son jeu d'échiquier, d'accord, il inclut du coup Porsche et Porsche à l'intérieur. Pour lui, ça fait partie du game, parce qu'il a voulu mettre Porsche à la tête de la famille secondaire. Sauf qu'on oublie quelque chose, c'est que Porsche et Porsche ne sont pas les enfants légitimes. Ils n'ont pas le sang de cette famille-là.
on nous dit qu'il y aurait une certaine malédiction avec ce sang-là et que c'est pour ça qu'ils s'entretuent, machin, machin. C'est un peu ça, quoi. Sauf que là, comme ce ne sont pas des enfants légitimes, je me demande si ce serait pas, en fait, Porcher et Porsche qui seraient capables de casser cette espèce de malédiction et de casser le cycle. Est-ce que justement, c'est un indice pour nous dire, ça va s'arrêter ce cycle, il y aura un happy ending, bien évidemment, parce que justement, Porsche et Porcher sont là et c'est eux qui vont arrêter le cycle, parce que eux, ils vont arrêter justement ce combat à mort qui a lieu à chaque génération. Et c'est parce que justement, ils n'appartiennent pas à la famille qu'ils vont pouvoir arrêter le cycle. Ça pourrait être intéressant. Donc en soi, c'est vrai que là, on ressort quand même avec plus de questions que de réponses entre nous. Il y a beaucoup de questions de comment ça va tourner. Mais moi, je vois bien effectivement un combat avec le père. La question, c'est est-ce que ça va être un combat frontal? Mais ça risque de poser problème, là, un combat frontal. C'est-à-dire que c'est des gamins qui vont descendre le père. Ça me paraît quand même peu probable. Et ah oui, il y avait autre chose aussi, putain. J'ai failli oublier. Et j'avais noté en plus dans un des épisodes, alors je crois que c'est volume 4. Vous vous souvenez quand même que, petit détail, hein, mais je sais pas si vous vous souvenez, mais pour Korn et Kan, Agong n'a pas eu que 2 gamins. Il en avait 4. Il a eu 3 fils et une fille. Donc la fille c'est Oni, on a Korn et on a Kan, mais il en manque un, c'est Kate. Il y a un 3e fils. Et là, il y a une énorme incohérence qui se pose pour moi, et on va en discuter 2 secondes de Kate. C'est Vegas qui nous a dit ça, que Kate, visiblement, ne faisait pas partie vraiment du business de la mafia et qui vivait en Suisse. Bon, d'accord, ok. Et la question qui se pose et qui n'est pas logique pour moi, on va se replacer avec le père de Porsche. Vous vous souvenez que pourquoi le père de Porsche s'est fait descendre? Pour 2 choses. Première chose, parce qu'il se doutait que les 2 frères étaient amoureux de Oni, mais surtout parce que le père de Porsche, en fait, voulait quitter la mafia pour monter son propre business. Et quand on lui avait ordonné de rejoindre la maison et de retravailler pour la famille, pour certaines raisons, visiblement, ils interdisaient en fait à qui que ce soit de quitter la famille et de travailler pour quelqu'un d'autre que pour eux-mêmes. Donc je me dis, visiblement, il y a une règle dans la famille qui dit que tu n'as pas le droit de quitter la famille, tu dois travailler pour la famille, même si t'es pas intéressé par le business, tu dois aider d'une manière ou d'une autre. Dans ces cas-là, je me dis, comment ça se fait que Kate ne travaille pas et n'est pas impliquée avec la famille? Il a bien stipulé, Vegas, que, dans le volume 4, je crois, que Kate n'avait rien à voir avec la famille, en fait, et qu'il venait que de temps en temps, mais qu'il n'était pas du tout impliqué dans la mafia. Donc la question c'est, qu'est-ce qu'a bien pu faire Kate pour pouvoir partir et être laissé tranquille? Est-ce qu'il est comme Tankun? C'est-à-dire qu'il est complètement inapte, et même Tankun, je crois pas que Korn accepterait que Tankun quitte la famille pour vivre sa vie, vous voyez. Donc je me demande qui est Kate et quel accord il y a pu y avoir pour qu'il puisse vivre à l'étranger et être en dehors des affaires familiales. Je serais très intéressée de savoir parce que imaginons que Kate revienne. Imaginons que par exemple Kate et Kan soient très proches, des frères très très proches. Imaginons que Kate apprenne que Korn a tué son frère. Comment va réagir Kate? C'est une réelle question et il y a un gros potentiel derrière Kate. Est-ce que Kate finalement va arriver, descendre Korn, prendre la place? Vous voyez, on sait pas en fait. Pareil, c'est une carte cachée qu'on garde comme ça dans la manche. C'est comme Kim. C'est assez imprévisible ce qui risque de se passer. Donc je suis assez intéressée avec Kate. Comment il va être traité? Qui c'est? Et qu'est-ce qui va se passer? Ça pourrait être assez intéressant. Quelle est sa relation avec Korn surtout? Et pourquoi il est parti? Pour quelle raison Korn l'a laissé partir en fait son frère? C'est assez intéressant. Je suis assez curieuse de savoir. Et il y a autre chose aussi qui m'intéresserait, ce serait de connaître l'histoire de Pichan. Ouais. Parce que Pichan, en fait, il est assez mystérieux. Pareil, on sait pas vraiment ce qu'il pense, on sait qu'il travaille pour Korn, et on sait aussi que c'est le seul garde du corps qui a survécu à l'incident justement avec Kan et Oni. C'est le seul, parce qu'ils ont descendu tout le monde après. Pourquoi Pichan a survécu? Qu'est-ce qu'il a pu dire ou qu'est-ce qu'il a pu faire pour sauver sa vie? Et qu'est-ce qu'il a pu faire pour pouvoir travailler aux côtés de Korn, en sachant que Vegas nous avait dit que de base Pichan c'était vraiment un petit garde du corps de rien du tout? Et comment est-ce qu'il a fait pour avoir gravi aussi rapidement les échelons et pour être maintenant à ce stade où il en est là, vous voyez? Et il travaille étroitement avec Korn et on comprend que Korn est assez proche de Pichan parce que quand ils jouent aux échecs ensemble, machin machin, visiblement Korn est très ouvert à son plan parce que vous savez, il y a un grand plan justement pour foutre la maison sans dessous, les faire s'entretuer et avoir un vainqueur. Ce plan-là qu'a Korn, il le dit ouvertement à Pichan. Donc Pichan est au courant des plans de Korn. Donc qu'est-ce qui fait qu'ils sont aussi proches? Vous voyez, il y a aussi ça qui m'intéresserait de savoir qui est Pichan en fait par rapport à Korn. Comment ça se fait qu'il lui fait autant confiance? Vous voyez? Et est-ce que finalement Pichan ne pourrait pas aussi avoir un truc assez intéressant avec lui en mode finalement il est en infiltration et finalement il va finir par descendre Korn et en fait il va prendre le pouvoir ou quelque chose. Vous voyez, il y a plein de possibilités en soi. Comme c'est des personnages très peu exploités durant la saison, enfin durant cette première partie, est-ce que finalement Pichan il serait un traître? Je sais pas, est-ce qu'il aurait une identité particulière et en fait il s'est caché, il veut se venger de cette famille-là et tout et il s'est rapproché de son ennemi? Il y a beaucoup de possibilités. Et autre chose aussi, enfin je vais terminer par ça, c'est vraiment de la spéculation qu'on fait ici de toute façon. Hein. Vous vous souvenez qu'on nous avait dit que Agong avait tué son frère? Je sais pas si vous vous souvenez, que Agong avait tué son frère, ça c'était le père de Porsche qui avait dit ça, justement à Kan et à Korn quand ils s'étaient embrouillés dans le bureau. La question qui se pose c'est, ok il a tué son frère, mais est-ce que son frère en question, du coup le frère d'Agong, est-ce que ce frère-là en question il avait peut-être une famille?
Imaginons que le frère d'Agong, en fait, a été du coup tué par Agong, mais imaginons que ce frère-là avait une famille ou des descendants, quoi. Qu'est-ce que sont devenus ces descendants? Où est-ce qu'ils sont? Enfin, voilà, il y a plein de choses. Imaginons que Pichan soit un des descendants du frère de Agong. Non, mais on sait pas. Il y a trop de choses possibles, en vrai. Donc, je me demande aussi, est-ce qu'on pourrait pas avoir des nouveaux personnages et peut-être des personnages féminins pour une fois, un petit peu plus de femmes? Parce qu'on a quasiment pas de personnages féminins. Les seuls personnages féminins qu'on a, elles sont soit mortes, soit elles ont disparu. Donc, je me demande effectivement du côté du frère de Agong, parce que Agong, est-ce qu'il avait des sœurs? Ça, on le sait pas. D'accord, on sait juste qu'il avait un frère. Et est-ce que ce frère-là avait de la famille ou quelque chose? Il y a plein de questions qui se posent. Donc, oui, je suis assez intéressée. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Porsche et Kin, je pense qu'ils auront un happy ending en soi, même si, bon, ça risque d'être encore compliqué, je pense, dans la suite avec le père et tout. Mais je pense que ça va aller sur ce côté-là. C'est plus entre Porsche et Kim, où là, je suis plus sceptique entre nous pour le couple. Après, c'est un peu compliqué de faire trop de spéculation parce que voilà. Mais on aura bientôt des suites, d'après ce que j'ai compris. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je suis vraiment curieuse. J'ai vraiment hâte de voir comment la suite va être écrite. Mais je pense que on peut faire beaucoup de choses avec cette histoire-là. Je pense que c'est que le début entre nous. Et il y a de quoi faire. Il y a de la matière, à mon avis. Parce que là, du coup, on se retrouve avec un nouveau méchant. Du coup, parce que le méchant qu'on pensait qu'était Khan n'était pas le méchant finalement. Et c'est Korn. Du coup aussi, avant qu'on termine, je voulais faire un petit point sur un chapitre qui vient de sortir il n'y a pas longtemps là, qui est justement le dernier chapitre de Pete et Vegas. Je sais pas si vous êtes au courant, si vous suivez l'autrice sur Twitter, mais l'autrice du coup Demi, elle a un compte Twitter et elle nous a annoncé il y a pas longtemps en fait qu'un nouveau chapitre de Pete et Vegas allait arriver et en fait la suite de Pete et Vegas allait arriver au mois de juillet, août à peu près. Enfin au mois de juillet, durant tout le mois de juillet, plus août je crois, quelque chose comme ça. De base, du coup, j'ai entendu ça, mais j'avais pas vraiment fait attention parce que je m'étais dit, bon, on verra. Je pensais pas que ça allait arriver aussi vite en fait. Et surtout aussi Tati Queen, tu passes par là, qui m'a un petit peu justement alerté en montrant en fait plein de tweets. Et en fait, le chapitre a été très très mal accueilli par la fanbase internationale. Alors après, je ne sais pas pour la Thaïlande comment ça a été pris au niveau de cette suite. Parce que là, il y a un premier chapitre qui a été publié sur Toonwalai, donc en thaïlandais. Il y a eu genre une déferlante de tweets cassant en fait envers Demi, bon pour plein de raisons différentes, hein. Je vais peut-être pas épiloguer là-dessus, mais voilà, attends, je vais faire un live Instagram. Au moment où vous écoutez, le live Instagram est déjà passé. Normalement, j'en ferai un podcast de ce live-là. Je récupérerai l'audio justement de l'épisode et j'en ferai un épisode de podcast si ça vous intéresse. Et à l'intérieur, on parlera de tout ça. Et du coup, bah voilà, alors, comme j'ai vu beaucoup d'avis négatifs et tout, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le lis? Je lis pas, mais je me suis dit, bon, autant surfer un petit peu sur l'actualité et pourquoi pas, justement, vite fait, vous faire un petit débriefing. Alors, je ne vais pas vous faire un résumé de ce chapitre, mais je vais juste vous dire un peu mon bilan là-dessus. Je vais pas vous spoiler, je vais vous laisser peut-être la surprise aussi du chapitre si ça vous intéresse. Mais en tout cas, il a eu beaucoup de problèmes pour plein de raisons. Personnellement, ce chapitre pour moi est pas terrible. Après, je me dis c'est que le premier chapitre et connaissant Demi, elle aime bien jouer avec nous. Donc je me dis peut-être que ce chapitre-là, elle l'a fait exprès de le mettre en gratuit à tout le monde. Parce que c'est un chapitre très provocateur et je me suis dit peut-être que c'est fait exprès en fait pour faire un peu du bad buzz entre guillemets, pour nous faire croire certaines choses et après jouer avec nous dans la suite. Donc à suivre, on verra les prochains chapitres comment ça va être. Mais moi c'est vrai que j'ai eu du mal en fait dans ce chapitre-là à me placer en termes de chronologie. Alors bon, on sait qu'il y a Venice du coup dans ce chapitre-là, donc on sait que ça se passe après du coup à la fin du volume 4 plus la suite. Donc à partir des chapitres spéciaux et autres, on sait que ça se passe là. Mais je veux dire en termes de psychologie des personnages, c'est vrai que ça ne correspond pas du tout à la psychologie de Vegas qu'on avait à la fin du volume 4 et durant les chapitres spéciaux dont je vous ai fait les résumés. Ça ne correspond pas du tout, c'est clairement un autre Vegas. Donc j'ai eu beaucoup de problèmes, je me suis dit mais c'est bizarre parce qu'on dirait pas que c'est une suite en fait. Et quand j'ai lu la fin justement sur Toonwalai, l'autrice a bien dit que c'était la suite des chapitres spéciaux après le volume 4. Donc je trouve ça assez bizarre parce que ça correspond pas en fait. Enfin, parce que là du coup on a la voix interne de Vegas pendant un moment. Ça me semble pas naturel en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait la psychologie de Vegas dans ce chapitre-là n'est pas la continuité des volumes précédents. C'est-à-dire que à la fin du volume 4, Vegas il s'est un petit peu repenti. Maintenant il prend soin de Pete. Il a bien dit qu'il lui ferait plus jamais de mal, qu'il lui infligerait plus jamais ce genre de choses, qu'il ferait tout voilà avec son consentement machin. C'est un peu ça quoi. En tout cas on nous explique que Vegas a quand même pas mal changé. Sauf que dans ce chapitre-là, Vegas va abuser sexuellement de Pete. Alors il va pas le lever, mais il va quand même bien le contraindre. Il va attacher avec des chaînes, il va prendre du plaisir à le fouetter, et à un moment il va même dire, pendant l'acte, il va chercher une des ceintures, alors on se dit putain pourquoi il veut une ceinture, et il va nous expliquer en fait qu'il veut une ceinture en particulier, la ceinture qu'il avait utilisée quand il le gardait justement prisonnier, qu'il l'avait attaché, vous vous souvenez de cette scène. Donc il prend plaisir à se remémorer ce qu'il lui avait fait subir, alors que c'est pas du tout logique, vu qu'à la fin du volume 4, Vegas regrette ce qu'il lui a fait, vous voyez, donc il y a un truc qui va pas en fait, déjà dans la psychologie du personnage, c'est pas du tout dans la continuité, là dans le temps où se situe ce chapitre-là, c'est effectivement à la fin du volume 4, chapitre spéciaux, mais la psychologie de Vegas, c'est la même que quand justement Pete était son prisonnier.
Donc au volume 3, volume 4, surtout volume 3. Donc c'est pas logique, vous voyez, il y a un décalage entre la psychologie du personnage et l'environnement dans lequel il se trouve. Donc je ne sais pas vraiment quoi dire à ça. J'ai trouvé ça un peu bizarre, enfin ça me semble pas logique en fait. Si jamais vous lisez tout d'une traite et que vous faites ce chapitre juste après le Very Special Christmas Episode, celui que je vous ai traduit dans le volume 2, dans la partie 2 de Piste Vegas, vous allez rien comprendre, vous allez dire mais what the fuck, genre comment Vegas il a changé comme ça, enfin c'est un peu bizarre, vous voyez. Voilà. Aussi dans ce volume là, on va dire que Porsche est dépeint de manière très négative. Alors après on va voir comment ça va se passer parce que moi je pense que c'est pas ce qu'on pense, je pense que voilà, bon voilà. Donc je vais peut-être pas crier trop tôt sur son chapitre parce que je pense qu'elle nous cache des choses, donc j'ai hâte de voir ce que ça va être la suite. J'attends un petit peu d'avoir d'autres volumes avant de crier au scandale parce que là il y a beaucoup de gens qui ont crié au scandale sur Twitter. J'attends un petit peu de voir la suite pour faire mon avis sur la suite du roman, on verra. Mais voilà, je voulais vous faire un petit débriefing du coup sur ce volume-là, enfin sur ce chapitre-là, pardon, parce que j'ai trouvé qu'il était un peu spécial. J'ai pas trop compris en fait pourquoi, comment, quoi. J'étais un peu perdue. Je me suis dit, attendez, j'ai lu les 4 volumes, j'ai lu tous les épisodes spéciaux, les épisodes VIP et tout. Enfin, j'ai tout lu. Ça me semble bizarre cette histoire. Bon, bah voilà. Du coup, je voulais quand même vous faire un petit retour. C'est à peu près tout du coup pour mon petit point sur le chapitre de Pité Vegas. On va voir ce que ça donne. Je sais pas combien il va y avoir de chapitres. On sait pas trop. Il n'y a pas trop d'infos, je crois. Faudrait que je vérifie. Donc voilà, on n'a pas trop d'infos, mais pour le moment, en tout cas, ça va être ça. Du coup, là, je voulais vraiment faire un petit bilan sur le roman parce que j'aimerais finir le drama aujourd'hui, je pense, si tout va bien. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc voilà, ça fut une aventure très longue pour le moment qui me porte et c'est une aventure qui ne fait que commencer. Vu qu'on sait qu'il va y avoir des suites pour le roman, qu'il va y avoir une saison 2 pour le drama, qu'il y a un concert, enfin bon bref, voilà, Kim Porsche va diriger nos vies quand même pendant un long moment. 2022, quand on repensera, quand on sera à la maison de retraite et qu'on pensera à 2022, bim, direct, ce sera Kim Porsche. Vous voyez, pour moi, ça sera direct. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez aimé l'épisode. Aussi, du coup, il y aura une section commentaires. N'hésitez pas à me donner vos théories. Qu'est-ce que vous pensez finalement? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir d'autres théories? Voilà, donnez-moi vos avis, ça m'intéresserait de savoir si vous avez des théories pour la suite du roman uniquement. Pour les théories du drama, on en parlera dans un autre épisode. Là, c'est vraiment plus propre au roman. N'hésitez pas à me dire si vous avez repéré des trucs peut-être que j'aurais pas vu ou genre de choses, ça m'intéresserait de savoir. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye! Du coup, vous pouvez trouver gratuitement ce podcast sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et encore. Si vous écoutez l'épisode sur Spotify, n'hésitez pas à swiper vers le haut et à laisser un commentaire en dessous de cet épisode. Voilà, vous pouvez laisser un petit peu votre avis, qu'est-ce que vous avez pensé du drama ou qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode. Et aussi, si vous appréciez le podcast et ce que je fais, n'hésitez pas à laisser une note sur Spotify ou bien à laisser un avis sur Apple Podcast. Donc voilà, donc en fonction justement de votre plateforme d'écoute, n'hésitez pas à laisser une note ou un avis, ça m'aide énormément. Ça prend 30 secondes, mais ça aide vraiment beaucoup le podcast, ça m'aide justement à me faire référencer. Donc voilà, n'hésitez pas. Et enfin, si jamais, vous pouvez me trouver sur Instagram. Voilà, si vous voulez être un petit peu au courant de ce qui se passe, les actualités, les sorties et ce genre de choses. J'ai un compte Instagram pour le podcast qui est Kedrama avec un S, tiré du bas, Margot avec un O.